À la une, le président de la République Alassane Ouattara échange aujourd'hui avec les populations de Ferké. Les transporteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest font le bilan des 100 premiers jours de la libre circulation des biens et des personnes. Puis au Zimbabwe, le président Robert Mugabe menace de se retirer de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. 6e jour de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district des Savanes. Ferké-Sédougou, situé à 650 km au nord d'Abidjan. Première étape de cette journée du 7 juillet. Le chef de l'État y est arrivé il y a quelques instants. La cérémonie a donc démarré. Le président de la République animera un meeting dans quelques instants seulement. Pour l'heure, l'on assiste au discours et à la remise de dons. Un début de solution peut-être aux difficultés rencontrées par les conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet de suivi des cars et passagers inter-États. Au cours d'une réunion hier samedi, les représentants des syndicats des États membres ont dressé le bilan de leurs activités. Ils ont également élaboré un plan d'action pour l'avenir. Franck Quadio. Trècheville, avenue 2, des camions stationnés, une gare vide, rien d'étonnant, les cars à destination de Niamey au Niger mettent plus de 2 jours de voyage, d'énormes difficultés sur le trajet relevées par ce responsable de compagnie. Nous s'arrêtons trop, il y a trop de contrôle sur la route. Les gens en tenue qui s'arrêtent dans des coins où ils ne doivent pas s'arrêter. On est obligé de leur donner les 1000 francs, 2000 pour pouvoir passer. Avant, vous savez qu'Abidjan, Noé, ça fait 170 km. Et on a 11 barrages. Et chaque barrage, on perdait au moins 2 heures du temps. Il faut calculer. À quelle heure tu vas parcourir 170 km? Les mêmes problèmes partout dans la sous-région. La Confédération des syndicats de conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSRAO, depuis 2008, dit mettre le pied à l'étrier. Action majeure, une opération de suivi des cars de passagers inter-États lancée en mars 2013 et l'action est prometteuse après 100 jours d'activité. À Noé, par exemple, la gendarmerie, eaux de forêt, douane, antidrogue, ils sont là. Dès que le car vient, tout le monde fait son travail. Une fois qu'on finit de contrôler, la douane y met les scellés. Ça, le coffre est scellé jusqu'à la destination. Mais certains pays membres de la CEDEAO sont à la traîne. Une rencontre donc avec les différents syndicats pour une meilleure sensibilisation. Le pays qui n'est pas encore adhéré, qu'on a un problème, c'est le Bénin et Nigeria au niveau du corridor Abidjan-Lagos, qui nous posent beaucoup de problèmes, qui n'ont pas encore compris le message de l'intégration africaine. Bénin, Nigeria, c'est 190 km. Et que le car encore, il passe au moins 7 heures du temps. C'est ça que 10 km, il y a barrage. Donc il faut lutter contre ça. Un engagement de tous les pays membres de la CEDEAO est alors attendu. Déjà en 100 jours, une rotation de 800 voyages de cars sur le corridor Abidjan-Lagos et 600 voyages sur les autres corridors sont effectués. En somme, une progression de 70%. Télévision ivoirienne de 1963 à 2011, médias de développement ou instruments du pouvoir, c'est le sujet de la thèse de doctorat de Issa Sangaré Yeresso, un homme qui a passé près d'une trentaine d'années à la RTI. Issa Sangaré a développé son thème pendant 4 jours pour aboutir à la mention très honorable. Homme de télévision depuis une trentaine d'années, Issa Sangaré Yeresso, un nom désormais inscrit au tableau des chercheurs de Côte d'Ivoire. Issa Sangaré connaît bien l'histoire de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il a assisté à tous les soubresauts et changements opérés à la RTI, en passant par l'ère Houphouët-Boigny, Bédié, Gueye, Gbagbo et Ouattara. Fort de cette connaissance de la RTI, Yeresso a mené des recherches, des années de préparation pour aboutir aujourd'hui à obtenir sa thèse de doctorat. Télévision ivoirienne de 1963 à 2011, médias de développement ou instruments du pouvoir, thème de la recherche doctorale. 4 heures d'échange, 4 heures pour convaincre, Paris réussi. Un travail très intéressant, bien documenté,
et nous avons apprécié à sa juste valeur. En tout cas, c'est clair à lire. Les problèmes sont posés comme il faut, avec ces hypothèses qu'il a essayé de vérifier. Après plusieurs années de préparation de cette thèse de doctorat, Issa Sangaré Yereso, l'homme du jour, heureux de récolter les fruits de l'effort. C'est une satisfaction totale dans la mesure où cela fait à peu près plus de 4 ans que je prépare ce doctorat. Je souhaite énormément que d'autres confrères emboîtent le pas. Je parle des confrères de la télévision. Je me suis intéressé à la télévision parce que c'est ma famille. Et je pense que d'autres peuvent venir enrichir. Un travail méritoire et un bonheur partagé par amis et confrères. J'ai bien apprécié qu'il ait pu garder la maîtrise de soi parce que son sujet est important et le travail qu'il fait aussi est également important. Je crois que l'objectif est très bon pour amener l'État qui utilise donc ce média-là pour se corriger soi-même. Les membres du jury sont mieux placés que nous, soutien confraternel à un ami et un frère pour apprécier de la profondeur de son travail, mais avec une mention très honorable, à mon avis, ça traduit tout. On retiendra, après avoir parcouru les 335 pages de ce document de recherche, que la télévision ivoirienne, après 50 ans d'existence, n'est pas encore un moyen de développement, mais reste plutôt un instrument de propagande. L'usine de la société Gandour de Yopougon ravagée par un incendie. Selon les témoins, le feu s'est déclenché vers 2 heures du matin. Les installations techniques, tous les produits de l'entreprise partent ainsi en fumée. Ce sont aussi 1350 emplois qui sont perdus. La nouvelle parfumerie Gandour part en fumée. Les produits et installations techniques de l'usine de la société Gandour, située à Yopougon, zone industrielle, ravagée entièrement cette nuit par un incendie dont les causes sont encore inconnues. Tous les soirs, après le travail, tout le système d'alimentation à l'énergie, on se pose bien la question, qu'est-ce qui a pris nous conduit pour la session dans laquelle nous sommes? Une délégation du ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle est venue porter le message de compassion du gouvernement. Il y a eu 3 foyers importants qui ont été circonscrits au moment où je vous parle, grâce à l'appui non seulement des sapeurs-pompiers, mais également de tout le dispositif d'incendie dont dispose Abidjan. Nous sommes donc venus leur apporter le soutien, l'appui du gouvernement et les exhorter justement à ne pas s'arrêter. La nouvelle parfumerie Gandour, spécialisée dans la fabrication de produits de beauté, est aujourd'hui consumée et avec elle 1350 emplois. En Israël, les juifs ultranationalistes prennent pour cible la communauté arabe, toute chose qu'Israël condamne. Jérusalem promet réprimer sévèrement ces actes de vandalisme. Dehors les Arabes, voilà ce qu'on peut lire sur ces murs. Nous sommes à Abu Ghosh, un village israélien majoritairement arabe à 10 km de Jérusalem. Ici, les actes de vandalisme contre les familles arabes se sont multipliés. Dans la nuit, plusieurs voitures ont été détériorées. C'est toujours pareil, vous savez, ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est peut-être la 7e fois que notre quartier est attaqué par des colons. On a réussi à les attraper une fois et on les a emmenés à la police. Mais ça n'a servi à rien. Derrière ces agressions, des juifs ultranationalistes qui s'opposent à la volonté du gouvernement de contenir la colonisation. En déplacement à Abu Ghosh, le président israélien a à son tour fermement condamné des actes qui vont à l'encontre des valeurs d'Israël. C'est du terrorisme et nous ne pouvons pas tolérer que cela continue. Je suis venu pour condamner ces actes, mais aussi pour prier à Abu Ghosh. Avec ce message, Shimon Peres veut surtout éviter d'envenimer les relations entre les communautés en Cisjordanie, où les juifs ultranationalistes sont aussi très actifs, comme ici à Kabalan. Mais la plupart des colons disent rejeter les violences. Ces actes de vandalisme, c'est une chose terrible. Il y a une manière de faire les choses. J'espère qu'avec l'aide de Dieu, tout rentrera bientôt dans l'ordre. Début juillet, le gouvernement a annoncé des mesures d'exception contre les juifs ultranationalistes coupables d'agressions racistes. Une durée de détention prolongée et l'interdiction de parler à un avocat durant l'interrogatoire. Des méthodes proches de celles que les services de sécurité israéliens utilisent d'ordinaire contre les terroristes palestiniens. Vive tension entre la Corée du Nord et la Corée du Sud quant à l'utilisation conjointe du complexe industriel Kaesong.
La Corée du Nord et la Corée du Sud ont entamé samedi des discussions sur la réouverture du site industriel de Kaesong. Conséquence des vives tensions dans la péninsule, ce gigantesque complexe industriel commun aux deux pays a suspendu ses activités depuis avril. Pyongyang et Séoul s'accusant mutuellement d'être responsables de cette situation. À peine commencées, les négociations se sont heurtées à des difficultés, les deux délégations peinant à s'entendre sur l'ordre du jour. Les deux Corées sont parvenues à un accord ce dimanche matin 7 juillet pour autoriser le retour temporaire des entrepreneurs sud-coréens sur le site conjoint de Kaesong, bloqué depuis 3 mois. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe menace de se retirer de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. L'annonce, il l'a faite lors d'un meeting devant 20 000 partisans. À 89 ans, Robert Mugabe lance sa campagne présidentielle face à 20 000 de ses partisans. Un lancement sur un ton guerrier, une fois de plus. Le président du Zimbabwe menace maintenant de sortir son pays de la communauté de développement d'Afrique australe. Une réaction aux exigences de transparence de la SADC pour le scrutin du 31 juillet. Lors de l'élection de 2008, l'opposant Morgan Tsvangirai, en tête à l'issue du premier tour, avait dû se retirer après les violences tournées contre ses partisans. La tension monte à Yaoundé suite à la suspension de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, par la Fédération internationale de football pour ingérence du gouvernement camerounais. La FECAFOOT a qualifié de déplorable la décision de la FIFA de suspendre provisoirement le Cameroun de toute compétition. C'est la stupéfaction chez les supporters camerounais. Devant les kiosques à journaux, ils se pressent pour en savoir plus. À la une, la décision couperée de la FIFA. La FECAFOOT, la Fédération camerounaise de foot, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Plus de matchs donc, ni pour les clubs, ni pire encore pour les Lions indomptables. La pilule a du mal à passer. La décision qui vient d'être prise, elle est peut-être salutaire parce qu'elle va permettre d'harmoniser les tests. Simplement, je refuse que ce soit la FIFA qui vienne nous imposer et nous dire ce que nous devons faire. Cela fait des semaines que la FECAFOOT défraie la chronique. Premier acte, la réélection très contestée d'Ia Mohamed à sa tête. Problème, l'homme est sous les verrous. Ancien directeur de la Sodécoton, une entreprise publique, il est soupçonné de malversation financière. Qu'à cela ne tienne, Joseph Blatter, le président de la FIFA, le félicite. Deuxième acte, le gouvernement camerounais s'indigne et la commission de recours de la fédération annule l'élection. Pas du tout du goût de la FIFA qui parle d'ingérence gouvernementale. La FECAFOOT est donc suspendue. Un comité de normalisation va être constitué pour réviser ses statuts et organiser de nouvelles élections. Au siège, c'est l'incompréhension. C'est une réaction de tristesse. Je suis triste parce que le Cameroun est suspendu. Un responsable de football de mon niveau ne peut pas être content. Paradoxe, au moment où elle suspend le Cameroun, la FIFA annonce qu'elle donne une victoire 3-0 aux Lions indomptables face au Togo en éliminatoire de la Coupe du Monde 2014 suite à une infraction togolaise. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention et restez sur RTI2.